chez l'enfant, c'est un plus, mais c'est pas suffisant. Le professeur Nicolas Guibert de Toulouse, il va nous parler du projet EpiGelf. Et merci, nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous, cher ami. Merci à vous de m'avoir invité. C'est moi qui suis très heureux de participer. Je vais parler du registre EpiGelf, qui est le registre du GETIV. Donc, GELF, c'était l'ancien nom de notre groupe de travail d'endoscopie. Désormais, c'est le GETIF. Et si vous êtes intéressé par l'endoscopie, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la SPLF. Donc, je vais parler du registre, mais on n'a pas encore beaucoup de données sur ce registre qui est assez jeune. Donc, je vais surtout faire un rappel sur les techniques, sur les indications et les techniques de prise en charge des obstructions malignes des voies aériennes. Donc, comme vous le savez, l'obstruction maligne des voies aériennes, c'est une complication qui est finalement assez fréquente dans le cancer du poumon, 15 à 30% selon les séries, qui sont en général des séries basées sur l'imagerie. Et cette complication, elle peut être à l'origine d'un impact très important sur la qualité de vie, avec la dyspnée, les infections rétentionnelles, l'hémoptysie et les traitements systémiques ou les rayons ont un effet qui est très inconstant et de toute façon retardé. Et donc c'est là qu'intervient la bronchoscopie interventionnelle. Donc, il faut savoir qu'il y a deux grands mécanismes d'obstruction maligne. Il y a les obstructions purement endoluminales, le bourgeon endoluminal, les obstructions qui sont purement extrinsèques, la compression, et puis très fréquemment finalement une combinaison des deux mécanismes dans les obstructions qu'on appelle mixtes. Donc, le plus important, c'est de savoir quel est le bon candidat. Et le bon candidat, c'est un patient qui a une sténose déjà symptomatique, évidemment, proximale. Quand proximale, ce sera trachée, bronche principale et jusqu'au tronc intermédiaire, et qui a du parenchyme, des voies aériennes distales qui sont viables et une circulation artérielle pulmonaire qui n'est pas compromise. Donc là, il y a deux petites vidéos. La première, on voit une obstruction complète de la bronche principale droite, mais derrière, on récupère un lit d'aval, on récupère le lobe inférieur, le lobe moyen est atélectasié, mais possiblement par des sécrétions. Sur la deuxième vidéo, vous allez voir que la circulation artérielle pulmonaire chez le même patient est viable. Donc ça, c'est plutôt un bon candidat. La difficulté est quand votre poumon est atélectasié. Et quand votre poumon est atélectasié, il y a deux possibilités. Soit parfois, on arrive quand même à voir, ici, vous allez voir ici la tumeur, et on peut quand même différencier la tumeur des voies aériennes comblées par des sécrétions. Vous voyez qu'ici, on retrouve le tronc intermédiaire, le lobe inférieur ici, le lobe moyen. Donc là, même avec une atélectasie, on retrouve des voies aériennes en distalité, donc on sait que c'est plutôt une bonne indication. Quand c'est pas possible, on peut aussi revenir sur des scanners précédents pour essayer d'imaginer ce qui a pu se passer, savoir si le patient peut être traité ou pas. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est lié aux caractéristiques du patient, et là, c'est un petit peu plus délicat. Évidemment, l'état général, les symptômes, l'histologie, tout ça est à prendre en compte, mais ça reste du cas par cas. Il n'y a pas d'algorithme qui permet de dire qui on doit traiter ou qui on ne doit pas traiter. Si le patient est très altéré, évidemment, ça dépend. S'il est très altéré parce que justement il a une obstruction, c'est un bon candidat. S'il est très altéré parce qu'il a des métastases cérébrales et qu'il est au lit, peut-être que ça va pas lui rendre service. Et puis évidemment, l'histologie est à prendre en compte. Une tumeur très chimiosensible chez un patient qui n'est pas très symptomatique, on va plutôt lancer une chimiothérapie en urgence, comme dans les carcinomes à petites cellules, alors que chez un patient qui a une tumeur qui est peu chimiosensible et qui a déjà reçu pas mal de traitements, il vaut mieux quand même le traiter. Donc ça, c'est des exemples à l'inverse de mauvaises indications. Vous avez une invasion de la plèvre, une invasion de l'artère pulmonaire. Donc ce patient, son poumon va pas se réexpandre et puis de toute façon n'est plus vascularisé. Ce patient-là, il a un envahissement des voies aériennes distales, de la lymphangite carcinomateuse. Donc même si on débouche de manière plus proximale, on va pas récupérer quoi que ce soit. Alors ensuite, on travaille surtout nous en bronchoscopie rigide. Donc vous voyez ici, c'est un patient qui a un tube rigide dans la trachée. Et la première étape, c'est de passer ici. Vous voyez qu'on a une obstruction endoluminale de la bronche principale droite. La première étape, c'est d'essayer d'anticiper le geste. Donc, on va essayer toujours de passer la sténose. En général, on va aspirer des sécrétions qui sont retenues derrière. On va injecter un petit peu de sérum salé et puis remonter progressivement pour essayer de voir ce qu'on peut récupérer et comprendre mieux le mécanisme de la sténose. Donc, ici, vous voyez qu'on a la pyramide basale et puis en remontant, on va retrouver la branche de Nelson ici, le lobe moyen. Donc, tout le tronc intermédiaire est viable. Et quand on remonte, on se rend compte que la tumeur a l'air d'être tout à fait, relativement pédiculée, finalement, de sortir du lobe supérieur droit.
Voilà, donc ensuite, les techniques, je vais passer rapidement sur chacune des techniques, c'est peut-être pas la peine d'aller en détail, mais il y a deux grandes familles de techniques. Évidemment, pour la composante compressive extrinsèque, c'est les prothèses. Et puis, pour la composante endoluminale, pour traiter vraiment le bourgeon, c'est la désobstruction mécanique et puis les techniques dites thermiques. Évidemment, on va volontiers utiliser le rigide, ce sera beaucoup plus rapide, on va mieux gérer des potentielles complications, on a un accès très rapide aux voies aériennes. Et puis pour des obstructions un petit peu moins menaçantes, disons, on va plutôt faire on peut éventuellement faire avec du souple, mais en général, on fait quand même en rigide. Mais il faut surtout rediscuter si le patient est peu symptomatique et l'obstruction moins importante, c'est plutôt peut-être les traitements systémiques ou les rayons qu'on peut envisager en premier. Et puis pour les prothèses, on en parlera après. Donc déjà, la désobstruction mécanique, donc j'espère qu'on voit les vidéos, mais c'est la technique finalement la plus rapide et la plus efficace. Pour des tumeurs très nécrotiques comme ça, c'est-à-dire donc très peu hémorragiques, on va pouvoir découper, vous voyez, avec le tube rigide, retirer avec une sonde d'aspiration des gros lambeaux de tumeurs, et puis parfois s'aider de pince rigide. Vous voyez ici qu'avec une pince, on va pouvoir récupérer les lambeaux de tumeurs qu'on a découpés avec le biseau de notre tube. Donc c'est très rapide, évidemment c'est le moins coûteux, c'est réservé plutôt aux tumeurs peu hémorragiques. Il y a des études qui rapportent un taux de complications importantes, mais en fait si on a au moins à disposition une technique thermique pour traiter ces potentielles complications, on s'en sort très bien. Voilà, maintenant les techniques thermiques, je vais passer rapidement sur les principales d'entre elles. Il y a la cryothérapie, qui est une des techniques qui est la moins coûteuse, qui a très très peu de complications. Il n'y a pas de risque de perforation puisque le cartilage est cryo-résistant, pardon. Et on va utiliser dans ce contexte soit des sondes plus fines pour quand on veut traiter en curatif des bases d'implantation pour des tumeurs bénignes, mais en palliatif pour des tumeurs nécrotiques, plus avancées, on va utiliser ces sondes rigides. On va coller la tumeur avec la sonde de cryothérapie et retirer en bloc l'endoscope et la sonde, et on va retirer comme ça des larges lambeaux de tumeur. Donc c'est toujours la patiente de tout à l'heure. Vous voyez, quand la tumeur est pédiculée, on va pouvoir retirer tout en bloc. Ensuite, le laser, on utilise moins, ça coûte plus cher, c'est un petit peu plus risqué, c'est un petit peu plus difficile aussi techniquement parce que, comme vous le voyez, c'est une technique qui est non contact. On a une diode qui va nous indiquer où on va tirer, mais on n'est pas au contact de la tumeur. Donc, on va, avec des pulsations courtes, finalement blanchir la tumeur. En fait, on la dévitalise vous voyez, on blanchit la tumeur, on la dévascularise, et c'est finalement la première étape avant ensuite de faire de la désobstruction mécanique. Donc, il y a un risque théorique de feu. Donc, il faut baisser l'oxygène quand on utilise le laser, de perforation, de fistule bronchopulmonaire. Ça, c'est si on respecte pas bien l'axe de la voie aérienne, puisque la profondeur d'action est plus importante qu'avec les autres techniques. Mais finalement, l'électrocoagulation fait à peu près aussi bien. C'est probablement un petit peu moins rapide, mais comme de toute façon, on va pas traiter toute la tumeur avec ça, c'est plus, encore une fois, la dévasculariser avant de la découper au tube ou avec des pinces rigides. Ça marche très bien. Ça marche très bien pour contrôler en particulier les hémorragies. Si vous voyez que c'est une tumeur qui saignait du lobe supérieur droit, on va pouvoir aspirer puisqu'on utilise des endoscopes un peu larges et puis coaguler. C'est du bistouri électrique en fait. Et on peut compléter avec l'argon où on l'a pas, qui va conduire l'électricité pour les tumeurs qui sont hémorragiques de manière un peu diffuse. Ça peut être d'une petite aide. Voilà pour les compressions extrinsèques. C'est les prothèses. Et les prothèses, elles sont aussi utiles dans les autres cas de figure. On va voir un petit peu quand elles sont utiles. Donc, soit pour les compressions purement extrinsèques, on l'a dit, soit dans les compressions mixtes, dans les obstructions mixtes, quand il y a une sténose résiduelle de plus de 50%, soit dans les obstructions endoluminales où la sténose résiduelle est de moins de 50%. Et ça dépend un petit peu du traitement que vous avez à proposer derrière. S'il y a un traitement qui devrait marcher derrière, c'est pas la peine de compléter avec la pose d'une prothèse. Mais on voit avec cette étude randomisée où les patients recevaient un stent ou pas après une désobstruction efficace, c'est-à-dire une sténose résiduelle de moins de 50%, qu'on retarde l'évolution locale chez tous les patients. Mais c'est particulièrement vrai chez les patients qui sont pré-traités. Donc, en général, les patients pré-traités, on va compléter par une prothèse pour retarder un petit peu la récurrence locale, puisqu'on sait que les deuxième, troisième lignes de traitement sont quand même moins efficaces. Alors, on a tout un panel de stents. Je vais pas les détailler. Globalement, il y a deux catégories. Il y a les prothèses en silicone qui peuvent être droites et bifurquées. Et puis, il y a les prothèses métalliques auto-expansibles qui sont soit non couvertes, mais on les utilise
plus, soit complètement couverte, c'est l'idéal, ou partiellement couverte, où il y a une partie aux extrémités qui n'est pas couverte. Donc rapidement, les avantages de chacune. Les prothèses en silicone, c'est vraiment ce qu'on utilise nous en première intention, mais ça dépend un petit peu de l'expérience des équipes. Elles sont faciles à mettre. Si on est entraîné à la bronchoscopie rigide, elles sont très faciles à retirer, plus que les métalliques. Elles coûtent moins cher, elles ont une force radiaire qui est probablement un petit peu meilleure, même si c'est discutable avec les nouvelles générations de prothèses métalliques. Mais il y a un avantage majeur, c'est qu'elles sont, on peut les customiser, on peut les découper en fonction des mesures endoscopiques. On va ne couvrir que ce qui est malade. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça va favoriser le drainage et diminuer les complications. Et ces complications, c'est la migration. Donc, pour les prothèses bifurquées, c'est quand même très rare. Mais pour les prothèses droites, ça peut arriver. Les granulomes aux extrémités, les bouchons muqueux. Mais ça, c'est commun à toutes les prothèses. Donc voilà l'exemple ici d'une sténose mixte de la trachée. Donc vous voyez, on va larguer la prothèse en distalité, c'est-à-dire au-delà de la sténose, et on va la remonter. C'est ce qui est le plus facile. La mettre directement sur la sténose, c'est pas toujours facile parce qu'on la largue à l'aveugle. La pousser sur la sténose, c'est pas idéal. Donc en général, on la largue plus loin et on la remonte avec une pince. Voilà, donc ça c'est le résultat après. Donc vous voyez, c'est une sténose trachéale qui est assez par un carcinome épidermoïde qui est assez haute. Et voilà le résultat après. On voit que la prothèse couvre bien l'ensemble de la tumeur. Et puis les prothèses métalliques auto-expansibles, elles ont l'avantage d'abord d'avoir un diamètre interne plus large puisque elles sont plus fines évidemment. Qu'ensuite elles sont plus souples, comme on peut le voir sur cet exemple. C'est une Ultraflex. Elles vont mieux faire l'étanchéité. Donc elles sont particulièrement intéressantes pour les fistules. Elles sont particulièrement intéressantes quand il y a une distorsion, puisqu'elles vont mieux suivre les virages, ou quand il y a une grande nécrose, puisqu'on n'a pas besoin de passer le bronchoscope rigide au-delà de la sténose, comme pour les silicones. Donc c'est très très facile à placer. Ça peut même se placer sous scopie ou même sous contrôle d'un endoscope par un masque laryngé ou par une sonde d'intubation. Il n'y a pas forcément besoin du rigide, même si c'est plutôt recommandable pour gérer d'éventuelles complications. Mais c'est plus cher, on peut pas les découper. Donc pour les droites, on a un panel assez large, mais pour les Y, parfois on est obligé de couvrir une zone très large alors qu'on n'a pas forcément besoin. Et les complications, c'est l'émigration pour les complètement couvertes. À l'inverse, celles qui sont pas couvertes vont granuler, vont s'épithélialiser et vont devenir quasiment impossibles à retirer. Et puis les bouchons muqueux, probablement un petit peu moins qu'avec les silicones. Voilà l'exemple ici d'une prothèse. Vous voyez que ça suit bien, ça va vraiment bien mouler l'anatomie du patient avec peut-être une force radiaire un petit peu moins importante que les silicones. Voilà, ici vous voyez une fistule œsobronchique avec la bronche principale gauche. Donc c'est la prothèse œsophagienne qu'on voit qui fait irruption dans la bronche principale. Mais un message que je voulais aussi faire passer, c'est que la bronchoscopie thérapeutique, c'est pas toujours quelque chose de purement palliatif. Si on revient sur cette patiente où on a retiré une large tumeur, vous voyez que finalement c'était quelque chose qui sortait du lobe supérieur droit. Donc là on a fait un petit peu de thermo pour contrôler l'hémorragie après, mais vous voyez que même l'éperon entre le lobe sub droit et le tronc intermédiaire est sain, tout le tronc intermédiaire est sain, et donc finalement ce qui est important c'est de rediscuter après ce type de traitement du stade TNM et donc du traitement. Et il y a un certain nombre de données qui montrent qu'on diminue évidemment le T en retirant des larges lambeaux tumoraux, en revoyant un petit peu les rapports anatomiques, également le N puisqu'on va traiter des infections et donc on peut avoir des faux positifs sur le staging ganglionnaire et parfois les patients peuvent être opérés alors qu'ils étaient contre-indiqués ou avoir des chirurgies plus conservatives que ce qui était prévu. Voilà, là c'est un autre exemple d'une patiente qui avait une obstruction complète, vous voyez, de la bronche principale gauche. Et en fait, après cryo-extraction, en fait c'était une tumeur qui sortait du culmen et qui était plutôt CT1C que CT3N1 comme ça avait été considéré initialement. Elle a reçu de la chimio néoadjuvante et après lobectomie, elle est YPT0N0. Donc c'est un bon exemple d'un traitement multimodal et pour montrer que l'endoscopie thérapeutique, ça peut en fait être un bridge vers des traitements plus
plus curatif. Donc, en conclusion, l'obstruction maligne des voies aériennes, c'est une situation fréquente, mais on ne va pas traiter évidemment tous les patients qui ont une obstruction. On va traiter les patients qui sont symptomatiques, qui ont une obstruction proximale, trachée, bronche principale et jusqu'au trou intermédiaire. C'est un traitement qui est souvent multimodal. La sélection du patient, il y a une sélection facile, on l'a vu sur les caractéristiques de la sténose. On regarde s'il y a du parenchyme, s'il y a des bronches et si l'artère pulmonaire est bien perméable. Et une sélection un petit peu plus difficile sur les caractéristiques du patient, son état général, le stade de la maladie, les traitements qu'il a reçus et qui sont prévus, l'histologie. Et ça, c'est un petit peu du cas par cas et de l'expérience. Pour la composante endoluminale intrinsèque, c'est les techniques thermiques, l'électrocoagulation et la cryothérapie en particulier, la désobstruction mécanique, et puis les stents pour la composante extrinsèque, ou bien chez des patients pour lesquels les traitements systémiques ont peu de chances de fonctionner. Et donc, c'est pas un traitement purement palliatif, tout du moins pas toujours, mais plutôt une des étapes d'un traitement multimodal du cancer du poumon. Voilà, donc maintenant je vais parler du registre EpiGelf en quelques mots. Donc EpiGelf, c'est un registre en ligne, sécurisé, et je tiens à souligner que c'est un travail qui a été lancé il y a déjà en 2012 par le professeur Jean-Michel Vergnon, qui était le coordonnateur du GETIF avant moi, et le docteur Julien Le Godec, qui est pneumologue à Marseille. C'est un registre qui comprend 38 centres, 85 pneumologues interventionnels, et où on rentre toutes les données de bronchoscopie rigide pour des obstructions malignes par des cancers du poumon ou par des métastases d'autres cancers, mais c'est que du malin. C'est quelque chose qu'on a extrapolé de ce qu'avaient fait les chirurgiens avec Epitor. Et puis d'autres bases de données, évidemment, comme Colibri pour la BPCO ou la fibrose, ou encore des registres d'autres pays, comme le registre Acquire des Américains, qui a permis, vous voyez, de répondre à un certain nombre de questions importantes, les complications après des obstructions, les résultats de l'écho-endoscopie, et notamment en comparant différentes aiguilles. Donc vraiment, c'est quelque chose qui devrait permettre de répondre à un certain nombre de questions scientifiques. Ça a été validé comme validant le développement professionnel continu des pneumologues. Donc, ça permet de valider les pratiques si on inclut 5 patients dans l'année. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On va se connecter sur un site. Donc, tout ça se fait en ligne. Et puis, on va rentrer alors les données du patient, la date de l'entrée, l'âge du patient, les caractéristiques de la sténose et de la maladie dans le pré-interventionnel, toutes les données du geste endoscopique, qu'est-ce que c'est une bronchoscopie rigide, masque laryngé, l'indication, et puis les techniques qu'on va utiliser, le post-opératoire avec les complications, les résultats, à la fois le ressenti du patient en termes de dyspnée, et puis nous, notre impression globale après le traitement, pour essayer de corréler justement ça. Et puis évidemment les données de survie, ce qui n'est pas toujours facile à récupérer, mais ce qui sera vraiment fondamental. Donc voilà un petit peu où on en est. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que c'est lancé. Vous voyez qu'il y a 1800 patients qui sont rentrés dans cette base de données. Donc c'est très bien parce qu'en plus ça s'épuise pas. Il y a vraiment les inclusions sont vraiment graduelles au fil des mois. Et j'ai pas beaucoup de données à présenter pour le moment. On a le docteur Le Godec avait extrait quelques données vraiment purement descriptives à partir des 1000 premiers cas. Et vous voyez que près de la moitié des patients n'ont pas reçu de traitement. Donc, c'est vraiment un mode d'entrée dans la maladie. On pourrait dire que c'est un traitement néo-adjuvant pour ces patients-là. La plupart des patients sont dans un état général plutôt altéré. Vous voyez, PS2, PS3 pour près de 60% des patients. 40% donc une grande majorité de non-aptites cellules. Évidemment, on va moins traiter les petites cellules qui sont très chimiosensibles. Et une majorité d'épidermoïdes, 40%, alors que c'est plutôt 10-15% de nos cancers du poumon. Mais évidemment, du fait de leur présentation proximale et souvent endobronchique. 20% de patients qui sont traités pour des métastases endobronchiques d'autres cancers. Un taux de complication qui est relativement faible, 10%, puisque c'est principalement des complications vraiment bénignes. Et le geste est considéré
par le pneumologue en tout cas, comme un succès total dans 67% des cas, c'est-à-dire qu'il a désobstrué tout ce qu'il y avait à désobstruer, 26% partiel et puis échec dans 4% des cas. Alors évidemment, ça c'est une impression purement endoscopique de tuyauterie, on va dire, et il faudra corréler ça à ce que rapporte le patient, et ça fera partie des travaux qu'il faudra mener. Voilà, les prothèses, on met des prothèses, je ne l'ai pas dit, mais chez à peu près la moitié des patients. Donc là encore, ce sera intéressant de bien vérifier chez quel patient on a tendance à mettre des prothèses et chez quel patient on a tendance à mettre des prothèses en silicone. Vous voyez, c'est la pratique la plus élevée en France, qui est assez différente d'autres pays, ou bien des métalliques entièrement couverts principalement, partiellement couverts dans un certain nombre de cas, ou parfois non couverts, mais ça vraiment de moins en moins. Je vous remercie de votre attention et je remercie encore le professeur Vergnon en particulier, le docteur Le Godec, qui sont à l'origine de ce projet, puis toute mon équipe à Toulouse. Je peux commencer à poser une question. Donc moi, je suis pédiatre, je fais des endoscopies et dans le passé, on a posé quand même quelques stents de Dumont en pédiatrie chez des enfants très jeunes de moins de 1 an qui avaient des trachéomalacies. Pas tellement par compression externe, mais trachéomalacie sévère intrinsèque. Et en ce moment, on fait plus des arthropexies. La difficulté, c'est que les stents en silicone, même si c'était customized, on nous disait de ne pas les couper au bloc, il fallait les couper à l'usine. Est-ce que ça a changé? Et la deuxième chose, c'est que les enfants grandissent et donc au bout de 2-3 mois, il fallait revenir changer le stent et ça bougeait, ça faisait un peu corps étranger. Il n'y avait pas trop d'obstructions, on craignait des obstructions parce que c'est des petits stents à 3 mois de vie. Mais il y avait certainement un besoin pour augmenter la taille facilement de ces stents. La question par rapport aux ultraflex, est-ce qu'on peut revenir plus tard? Par exemple, si la nécrose est plus importante et le stent commence à bouger, est-ce qu'on peut redilater l'ultraflex pour que ça s'adapte un peu mieux à la lumière, ou est-ce que c'est figé une fois on l'a mis en place? Alors, je vais essayer parce qu'il y a plusieurs questions. Alors, moi, j'ai pas du tout l'expérience du pédiatrique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, là, j'ai parlé essentiellement du néoplasique. C'est vrai que dans les malasies, de la même manière, on recommande plutôt le silicone. Elle est complètement couverte. Dans le bénin, pour le coup, dès que c'est partiellement couvert, il faut éviter parce qu'elles vont se prendre dans la paroi, on pourra plus les retirer. Et donc le risque de migration est plus important dans le bénin, puisque là on a souvent une composante endoluminale qui va un petit peu ancrer la tumeur. Nous on les coupe au bloc. On essaye de vraiment les couper d'une traite. Il y a certains il y a certaines équipes qui les polissent. Je sais pas, nous on le fait pas, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais nous on les coupe au bloc. On essaye de le faire vraiment d'une traite pour que ce soit très régulier. Mais ça pose pas tellement de problèmes. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de granulome quand on les a coupés que quand on l'a pas fait. Alors, je sais plus les autres questions. Il y avait les ultraflex. Alors, les métalliques couvertes. Est-ce qu'on peut les redilater dans un deuxième temps? En général, elles s'ouvrent. Elles vont continuer quelles que soient les prothèses, d'ailleurs, elles vont continuer un petit peu leur expansion après le geste. Mais il n'y a pas de perte de force radiaire dans le temps, donc on les redilate pas. Mais on est amené à les changer. Alors, dans le cancer du poumon, c'est rare parce que malheureusement, les patients ont souvent des survies assez limitées. Donc, quand ils répondent bien au traitement, on l'enlève, la prothèse. Et quand ils répondent pas, malheureusement, on n'a pas le problème du changement. Mais en situation bénigne, dont j'ai pas parlé là parce que c'est pas on les met pas encore dans le registre EpiGelf, mais on les change systématiquement tous les ans parce qu'elles perdent leurs propriétés mécaniques et il y a un biofilm qui se met en place, elles s'infectent, elles se bougent. Donc, on les change tous les ans. Donc, on n'a pas besoin de les redilater. C'est plus un changement systématique tous les ans, ouais. Ou si complications. J'ai une autre question. Combien coûtent ces stents, à peu près? Alors, ça dépend en fait Moi, je vais donner les chiffres en France et c'est approximatif parce que je les ai pas en tête, mais ça coûte en France un stent en silicone droit, ça coûte 230 €, je crois. Si c'est bifurqué, c'est plutôt, je crois que ça va être 500 ou 600 € les Y. Et pour les métalliques, c'est plus cher. Les métalliques, c'est plus cher, c'est plutôt je pense que ça doit être plutôt 400 € pour une droite et pour une Y, je dois dire que je sais pas, mais ça doit être proche de 1 000 €. Ouais. Mais voilà, ça c'est en France et j'ai pas les chiffres exacts.
Les silicones sont moins chers que les métalliques couvertes, ça c'est sûr. Mais quand vous les posez, vous commandez un stent ou vous commandez un stent avec la taille supposée, et puis un stent avec la taille en dessous et un stent à la taille au-dessus. Ça fait 3 stents ou c'est juste un stent et c'est bon à chaque fois. Non, en fait, on a une réserve de stents parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes diamètres et longueurs. Donc, on a différents modèles, donc de 12 mm, 14 mm, 16 mm, avec des longueurs plus ou moins longues. Et donc, on les a en stock et ça, on choisit le stent qu'on va poser en fonction de la taille du tube qu'on arrive à passer au-delà de la sténose, en fonction des longueurs qu'on a mesurées avec notre endoscope. Donc, on utilise un seul stent. À moins qu'on se trompe et qu'on mette un stent trop petit ou trop large, auquel cas on est obligé d'en ouvrir un autre, mais c'est quand même, ça arrive pas trop souvent parce qu'on arrive à peu près à le placer. Et après, il y a des stents plus personnalisés où là, on fait des commandes qui sont ciblées sur l'anatomie du patient, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rare et anecdotique. Ouais. D'accord. Est-ce que vous utilisez encore les prothèses Dynamic Stent? Oui. Alors on en a quelques-unes, on les utilise pas beaucoup. Je sais pas si je peux les montrer. Donc le Dynamic Stent, il y avait un espèce de mélange entre le métallique et le silicone. Donc c'est des prothèses en silicone avec des anneaux en nitinol pour mimer le cartilage et derrière une paroi beaucoup plus fine et souple pour mimer la membraneuse postérieure. Donc c'était le principe était intéressant, mais on les utilise pas beaucoup parce que pour le coup elles sont plus chères et qu'elles sont moins faciles à passer elles sont plus rigides donc moins faciles à placer. Donc on utilise quand même principalement c'est les modèles de Novatech, les Dumont. Nous, on a un peu d'expérience pour le bénin en pédiatrie, c'est pas fréquent, hein, mais de temps en temps, il y a un carcinoïde trachéal qui arrive. Le dernier diagnostic, c'est un schwannome bénin. Donc, c'est sûr qu'il y a un besoin de répertorier ces cas aussi en pédiatrie, mais c'est rare d'avoir des cancers endobronchiques ou endotrachéales chez l'enfant. Oui, alors pour le bénin, ouais, j'en ai pas parlé. C'est vrai que pour les carcinoïdes, quand le pied d'implantation est très fin, la chirurgie reste le gold standard, mais parfois, quand les tumeurs sont très pédiculées, on les retire de manière mécanique et on fait de la cryothérapie sur la base d'implantation. Et avec ça, on a des très bons résultats. On évite des chirurgies. Ouais. Super, j'ai trouvé ça très didactique. Ça fixe bien les idées. C'est en ligne avec le projet Océan Indien pour monter des centres fibroscopie interventionnelle parce qu'effectivement, si on a une tumeur pédiculée et qu'on peut aller se le faire enlever pour pouvoir respirer très bien, quitte à aller ailleurs, parce que des fois, c'est très dyspnéisant. Ça serait très élégant plutôt que de voyager avec une tumeur qui occlue les voies respiratoires sous oxygène pour aller se faire opérer ailleurs. Oui, juste excuse-moi, une contribution pédiatrique. Bon, alors merci effectivement pour cette belle présentation. Bon, on devient une minorité de pneumopédiatres à savoir utiliser de la rigide. Hein. Mike le sait très bien. C'est vrai que moi, j'ai officié à La Réunion pendant 8 ans avec grand plaisir. Je n'y suis plus. Et puis, effectivement, les collaborations pédiatres pneumo-adultes sont importantes. Alors, en pédiatrie, on fait moins d'interventionnel, mais on fait quand même de la bronchoscopie, finalement, au rigide. Voilà. Alors, en pédiatrie, moi, j'insisterai aussi. Alors, bon, ça figure pas nécessairement dans vos bases de données, mais je pense qu'on a un besoin de sécuriser les gestes. Je m'explique. On a plus de difficultés en pédiatrie à convaincre un anesthésiste que faire de la bronchorigide qui peut durer 1 heure ou 2. Bon, je cite simplement l'expérience réunionnaise où on a fait des centaines de lavages broncho-alvéolaires thérapeutiques sur les protéinosalvéolaires, hein, donc Virginie s'en souvient puisque Pascal Schlossmacher a participé. Et même si on était du moins à La Réunion bien accoquiné avec l'équipe de Necker, qui est une belle équipe et tout ça, le grand besoin aujourd'hui en pédiatrie sur du rigide, c'est effectivement les protocoles anesthésiques. Hein. Donc c'est jamais cité parce que vous, chez les adultes, vous avez que très peu de problèmes à convaincre les anesthésistes.
Mais nous, on avait essayé de d'écrire les procédures avec Necker et tout. Mais aujourd'hui, c'est un peu en pédiatrie, même si on fait 10 fois ou 15 fois ou 20 fois moins de gestes que vous, les limitations, c'est pas seulement le calibre, hein, c'est la compétence anesthésique, si vous voulez, pour sécuriser le geste qui peut parfois être relativement long, hein. À titre d'exemple, quand moi j'ai endoscopé avec Pascal Schlossmacher de l'équipe de Virgile un certain nombre d'enfants sur des corps étrangers, sur des granulomes, sur des processus très très anciens, avec effectivement des dilatations, des procédures un peu longues. L'obstacle, c'était l'anesthésie générale. Hein, donc voilà. Donc le point, et ça rejoint le projet mauricien qui est très important, c'est effectivement en pédiatrie avoir une situation où l'opérateur est à peu près libre de ses mouvements, hein, quand même, hein, parce que nous, les anesthésistes, même à la Réunion, on avait des anesthésistes souvent de très très haut niveau, ils étaient réticents à endormir un enfant de tel poids et tel poids et tel poids, parce que les procédures doivent encore être écrites. Et moi, expérience de réanimation, donc parfois je peux dire à mon collègue anesthésique, bon, écoute, il dort pas, il tousse, je suis gêné dans mon geste, mais j'insiste encore, et je pense que Mike va le faire avec le projet Océan Indien, en pédiatrie, c'est la sécurité et l'anesthésiste qui commandent la pertinence et le travail de l'endoscopiste. Ben c'est vrai que j'ai pas parlé de l'anesthésie. Et encore une fois, c'est pour l'adulte, je parle, mais c'est hyper important effectivement d'avoir des anesthésistes qui sont souples et qui sont expérimentés, parce que c'est très particulier. On partage les voies aériennes avec les anesthésistes, donc il faut leur laisser, il faut les laisser ventiler par le tube rigide, et puis on alterne. Il faut une anesthésie qui est très profonde, mais qui est très courte. Donc en général, on fait propofol ultiva. Mais c'est vrai que tous les anesthésistes n'aiment pas, parce que c'est un peu délicat quand même. Oui, c'est primordial, c'est un point essentiel, notamment en pédiatrie où les voies respiratoires sont plus petites. Il faut savoir baisser l'oxygène quand on fait le laser. Il faut savoir ne pas donner certains produits quand on va injecter adrénaline, sinon il y a des troubles du rythme. Mais dans le projet, si le projet Océan Indien, si ça voit le jour plus tard, il y aura besoin effectivement d'impliquer les anesthésistes, mais aussi des gens du laboratoire pour bien analyser le lavage broncho-alvéolaire, les infirmières et tout ça. Hein. Nous, chez nous, effectivement, c'est Pascal Schoschmacher là, qui fait l'interventionnel avec Valérian Bourinet à Saint-Pierre. Ils sont 2 endoscopistes interventionnels sur l'île. Ils se relaient. Enfin, on a une activité qui est régulière, qui est essentiellement sur la cancérologie, hein. À la phase comme tu l'as dit, à la phase initiale diagnostic sur des sténoses tumorales. Et puis, donc, ils participent tous les deux au projet EpiGelf, hein, ils remplissent la base de données pour la Réunion. Et on n'a pas de limitation, on a accès effectivement. Alors, on a un plateau technique qui s'est développé progressivement, et on a à peu près, on fait les prothèses, les désobstructions, la cryothérapie, du laser. On est plutôt bien équipé, voilà. Et puis, nos anesthésistes commencent aussi avec le temps à avoir un peu l'habitude, donc ça devient quelque chose qui est à peu près, qui commence à avoir un peu d'expérience, donc sur les 2 sites, donc on est plutôt chanceux de ce côté-là.